Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Je vous propose un tout nouveau chapitre autour du passage du non-vivant au vivant. Essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que aujourd'hui, on a des hypothèses sur ce moment un peu très spécial de l'histoire de la vie et aussi de l'histoire de la mort quelque part, ou plutôt de l'histoire de la matière, en fait, je devrais dire, dans son ensemble, puisqu'on va essayer de voir comment la matière initialement inerte, donc des molécules qui a priori n'ont rien de vivant à la base, comment ces entités de la matière, comment ces molécules ont pu éventuellement s'agencer, s'organiser, collaborer entre guillemets ensemble pour former après des édifices, des réseaux de molécules qui peuvent s'apparenter à des organismes vivants. Voilà un react autour de plusieurs vidéos. On va commencer par une vidéo assez générale autour des thèses qui sont derrière ce passage justement du non-vivant au vivant. Je parle de thèse, mais je devrais dire hypothèse. Dans cette vidéo, nous allons introduire une problématique de l'exobiologie avec la question de l'origine de la vie via la compréhension du passage du non-vivant au vivant, tel qu'on le suppose sur la Terre primitive il y a 4,5 milliards d'années. Ces études sont relativement récentes et ont pris essor au milieu du 19e siècle avec le questionnement de l'origine de la vie. On va donc parler du non-vivant, c'est-à-dire de l'abiotique, qui représente en fait toute matière disponible sur la Terre primitive, vers le vivant, étant donc le biotique, via un passage par de la chimie prébiotique. Je fais une pause mini pour parler de ces deux termes. Là, ils sont utilisés comme nom commun pour dire l'abiotique et le biotique, mais en réalité, souvent, ils sont beaucoup plus utilisés en tant qu'adjectif pour dire, par exemple, un phénomène abiotique, ça serait un phénomène qui n'est pas... Il est mort ou il a disparu? Mon claquement de main a créé un portail spatio-temporel qui a téléporté le moustique que j'étais en train de frapper. Regarde-nous. Je vous regarde. Bonjour. Bonjour YouTube. Oui, donc abiotique et biotique, plutôt des adjectifs. Typiquement, on parle de phénomène biotique pour dire un phénomène du vivant. On pourrait dire biologique. En fait, souvent, biotique peut être remplacé par biologique. Même si biologique, ça va plutôt être relatif à la biologie ou relatif au comportement du vivant. Biotique, c'est vrai que c'est souvent des synonymes avec biologique. Et abiotique, ça va être abiologique, même si ça se dit pas trop. Ou abiotique, ça veut dire qui n'est pas relatif à un phénomène vivant. Typiquement, on peut dire par exemple la formation des planètes est un phénomène abiotique. On pourrait dire ça, genre les planètes se forment par tout un tas de phénomènes qui sont plus liés à la gravitation et à l'électrostatisme à la limite, mais ce ne sont pas des phénomènes dans lesquels le vivant est impliqué. Voilà, donc utilisé comme adjectif plutôt, quoi. C'est la dame qui nous regarde pas. Ah oui, pardon. Ah, il est là, il est de retour, le moustique. Tant pis. 2-0 pour lui. Donc, qu'est-ce qui lie le côté abiotique du côté biotique? En fait, c'est une discipline en particulier qui s'appelle la chimie prébiotique. La chimie prébiotique, c'est quoi? Ça va être la chimie, donc la discipline qui s'intéresse à la matière et ses transformations. C'est ça la chimie, on rappelle. Et la chimie donc prébiotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la chimie qui s'intéresse aux transformations qui a eu lieu avant que la vie apparaisse. Donc ça va être la chimie qui va être responsable des transformations qui vont conduire de l'inerte au vivant. Bon, là le schéma est un peu... Enfin mon explication et puis le schéma qui est représenté sont un peu caricaturaux dans la représentation qu'on a du passage de l'inerte au vivant. On a l'impression qu'on a un passage un peu brutal, alors qu'en fait, on pourrait presque parler de continuum entre de la matière inerte qui commence doucement à s'organiser, former des systèmes de plus en plus complexes, jusqu'à former ce qu'on pourrait appeler des proto-organismes vivants, tu vois. Mais encore une fois, je dis des termes, mais on n'a pas de définition précise, encore une fois, à attribuer à ce qu'on appelle un proto-organisme vivant. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que il n'y a pas non plus un intérêt énorme à définir un moment de complexification de la matière où on se dit, là, bam, ça c'est vivant, et à partir de là, tout le reste c'est vivant, tu vois. Et tout ce qui était avant, c'est pas vivant. Voilà, on peut débattre de à partir de quand on appelle un système chimique vivant, mais après, ça n'a pas non plus un très grand intérêt. Ce qui est surtout intéressant, encore une fois, c'est de voir l'évolution, d'essayer de comprendre le mécanisme de complexification de la matière, en fait.
C'est plutôt ça qui intéresse les chercheurs et chercheuses du domaine, plus que d'essayer de définir le moment exact où un truc est passé de non-vivant à vivant, puisqu'encore une fois, on peut imaginer le phénomène comme plutôt une gradation. La différence majeure entre les deux, c'est que le vivant et le non-vivant, c'est la sélectivité dans le système chimique. Les systèmes biologiques ont sélectionné des molécules organiques pour leur fonctionnement, alors que l'abiotique recèle de tout ce qu'on peut imaginer en termes de chimie organique. Pour faire cette synthèse prébiotique, à l'heure actuelle, il y a deux grandes approches, à savoir une approche top-down, c'est-à-dire qu'on va étudier les systèmes vivants et essayer de les synthétiser, et une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la chimie prébiotique par l'évolution de la chimie abiotique. Au niveau de l'approche... Je sais pas si c'est méga clair. Ah, elle va peut-être en parler après, détailler. Elle disait quelque chose d'intéressant pour séparer le biotique de l'abiotique quand même. Je dis quand même parce que tout à l'heure je vous ai dit oui, bon, trouver une différence, c'est pas forcément nécessaire. Bref, si, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est le fait que, en gros, on peut qualifier un phénomène de biotique quand il y a quand même une histoire de sélection des molécules organiques derrière, quoi. C'est-à-dire que le vivant n'utilise encore une fois qu'un certain nombre de molécules organiques très précises et ne fait des transformations aussi chimiques très précises. Ne fait pas toutes les transformations organiques qu'il est possible de faire. Il va en faire que certaines. Et pourquoi ? Parce qu'il y en a certaines qui vont être privilégiées à cause des molécules utilisées tout simplement et de l'environnement dans lequel ces molécules sont faites. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand on voit qu'il y a une sélection assez fine sur le type d'outils, le type de molécules qui sont utilisées, ça sous-entend derrière qu'il y a des mécanismes relativement sophistiqués et qui s'apparentent du coup à du vivant, quoi. Alors qu'au contraire, la biotique, ça serait... t'as pas de sélection dans la matière qui est disponible. T'as un ensemble de matière organique qui est présent, ok, mais après, il y a des réactions qui partent un peu dans tous les sens, un peu au hasard, sans organisation précise, sans sélection de réactifs, sans sélection de molécules particulières, ni sans sélection de transformations particulières. Top-down et bottom-up, en fait, c'est pour essayer de comprendre les mécanismes de la chimie prébiotique, donc la chimie qui s'intéresse au passage du non-vivant au vivant. Soit on part de ce qu'il y a après, c'est-à-dire donc on part de ce qui est vivant, et on essaye de rembobiner le film de l'histoire de la vie. La vie, la vie, la vie. On rembobine l'histoire de la vie, de sorte à ce que on essaye de réduire l'organisme vivant à ses fonctions fondamentales et primaires qui sont communes par exemple à tous les autres organismes vivants. Donc on part des organismes actuels, on va dire, et on essaye de remonter dans le passé. Donc on essaie d'étudier le début du vivant en partant du vivant actuel. Voilà, c'est ça le top-down, la flèche verte, la top-down. Donc ça, c'est la première approche, plutôt orientée biologie. Et bottom-up, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on part plutôt de avant, c'est-à-dire de la partie inerte. On essaye de faire des hypothèses sur la matière inerte qui était présente et voir comment, avec cette matière inerte, on peut éventuellement former des systèmes qui peuvent s'apparenter à des systèmes vivants, quoi. Voilà, c'est un peu ça les deux approches, grossièrement parlant. Il y en a une, la top-down, elle est plutôt biologie, c'est plutôt une approche de biologiste, on va dire, alors que la bottom-up, c'est plutôt une approche de chimiste, parce que c'est utiliser la matière comme ingrédient de base pour essayer de former des organismes. Au niveau de l'approche top-down, on s'est aperçu que le vivant utilise deux entités majeures pour son évolution, qui sont donc dans le noyau de chaque cellule vivante. D'un côté, on a le métabolisme, qui sert à la réplication et à la catalyse. Et de l'autre côté, on a le porteur de l'information, qui est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Cet ADN est transmis de génération en génération. Comme les deux entités sont indissociables l'une de l'autre, la question est de savoir laquelle aurait pu apparaître en premier. Sans oublier qu'il faut également une entité formant un compartiment.
donc typiquement la cellule, permettant de protéger ces deux entités du monde extérieur. C'est pour vous ça. Et permettant aussi la réplication et la multiplication vers les systèmes vivants. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus sur l'apparition de l'une ou de l'autre de ces entités, voire on parle même d'ARN, une troisième entité qui fait en fait des copies de l'ADN dans les cellules et qui a des propriétés propres d'autocatalyse tout en portant une partie du code génétique. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en chimie prébiotique, en laboratoire, et donc... Je vais faire une pause là-dessus parce que ça peut faire... Il faut que j'explique un peu cette histoire de paradoxe de l'œuf et de la poule avant de nous attaquer à cet ensemble de réactions chimiques un peu compliquées. Je décompose, hein, vous avez compris que je faisais des pauses pour souvent paraphraser ce qui a été dit, mais j'essaie de jauger de l'aspect compréhensif ou pas de ce qui est balancé. Là, elle parle de l'approche du coup top-down, qui consiste encore une fois de prendre les organismes vivants et d'essayer de rembobiner le film et de voir ce qui était du coup... dans le passé. Donc bref, si on s'intéresse à ce qui existe aujourd'hui, c'est quoi? C'est des organismes vivants relativement sophistiqués, complexes, qui possèdent donc deux choses très importantes, enfin même trois, hein, on les a déjà évoquées dans les vidéos précédentes. Vous avez le métabolisme, qui est caractérisé par tout cet ensemble de réactions chimiques qui se passent et qui permet littéralement la survie de l'organisme, métabolisme hyper important. Ici, c'est représenté par les protéines, ici à gauche. Vous avez la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est l'information génétique, la molécule qui porte littéralement l'information, le livre qui caractérise l'individu en lui-même. Donc ça va être l'ADN, c'est l'ADN qui va jouer ce rôle dans le vivant. Et le troisième élément fondamental d'un organisme vivant, ça va être la cellule, ou le compartiment, on va dire, ce qui va permettre de séparer l'extérieur de l'intérieur de l'organisme vivant ou de la cellule. Bon bref, il faut souvent les trois pour définir un organisme vivant. Bon, c'est pas, disons que c'est une des définitions qui existent. Normalement, il faut rajouter tout un tas d'autres ensembles pour pouvoir avoir quelque chose de plus exhaustif. Mais bon bref, d'un point de vue chimique en tout cas, et biochimique, on peut partir de là. Et la grande question, c'est de savoir, mais aujourd'hui, ces trois éléments-là, en fait, ils sont intriqués. On ne peut pas imaginer l'un sans les deux autres. Et donc, la grande question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Lequel est arrivé en premier? Parce que ils sont tous très interdépendants. Et finalement, on ne peut pas imaginer l'apparition des protéines sans l'ADN. Pourquoi? Parce que les protéines sont littéralement fabriquées à partir du code génétique. Le code génétique, il ne peut pas non plus apparaître comme ça tout seul, spontanément, parce qu'il est relativement complexe. Une molécule qui est très très complexe, l'ADN, hein, et elle ne pourrait pas se former comme ça spontanément dans la nature aussi facilement. Et donc voilà, on est un peu coincé finalement dans un jeu où il y a une interdépendance entre toutes les entités, tous les compartiments de la matière finalement, et difficile de savoir lequel est arrivé en premier. Donc il y a un peu deux manières de résoudre les choses. Bon là, elle en a parlé que d'une en particulier. Elle a surtout insisté sur le fait que il existait peut-être dans les débuts du vivant, non pas des protéines et non pas de l'ADN, mais probablement de l'ARN. Donc on reviendra sur la notion d'ARN un peu plus tard, mais l'ARN qui est encore une molécule qui existe aujourd'hui dans le monde vivant et qui a ce rôle un petit peu de médiatrice entre l'ADN et les protéines. La molécule d'ARN, c'est un peu elle qui va être responsable justement de la production des protéines. Responsable de la production des protéines et qui va être un peu une copie de l'ADN si vous voulez, même si c'est encore différent. Je vous renvoie à vos cours de SVT sur la transcription-traduction pour comprendre le mécanisme exact de formation de l'ARN d'une part et après comment l'ARN est utilisé pour faire les protéines. Mais bon bref, tout ce qu'il faut comprendre, puisque Fiat Minimis n'a rien compris, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'il faut comprendre, je suis en train d'être perturbé par le chat, c'est que on voit difficilement les protéines se débrouiller toutes seules. Pareil pour l'ADN. Donc, il faut une sorte de molécule qui a pu faire un petit peu les deux. Et en fait, il s'avère que l'ARN, dans les organismes actuellement, a un peu un double rôle. À la fois, l'ARN porte de l'information parce qu'il est une sorte de pseudocopie, on va dire, de l'ADN. Donc, il possède en soi une information, l'ARN, mais en plus,
il va jouer un rôle de protéines. Il va permettre de faire certaines réactions. Non seulement il va être responsable de la production de protéines, mais lui-même, il va pouvoir avoir un rôle à jouer au sein des organismes vivants, un peu comme le rôle des protéines. Donc, pour certains en tout cas, il y a une hypothèse qui est l'hypothèse du monde ARN, qui consiste à penser un monde, dans l'histoire de la Terre, dans l'histoire de la vie, dans l'histoire de la matière, un monde dans lequel il y aurait eu plein de molécules d'ARN en compétition un peu les unes avec les autres, et qui seraient un petit peu les molécules de base qui ensuite ont pu évoluer pour donner les systèmes plus complexes qu'on a aujourd'hui à base d'ADN, quoi. C'était ça un petit peu l'idée, l'hypothèse du monde ARN, mais on va le développer un peu par la suite, surtout qu'il y a une vidéo spécialement consacrée à cette hypothèse-là, et sur la particularité qu'a l'ARN, parce que c'est une molécule relativement complexe en réalité, qui est multifonctionnelle encore une fois, et c'est pour ça qu'elle est intéressante à étudier sur le plan de l'origine de la vie. Donc il y a ça c'est une première hypothèse pour essayer de casser ce paradoxe de l'œuf et de la poule, c'est de penser à une autre entité qui aurait pu jouer le double rôle dans les débuts de la vie. Une autre hypothèse aussi sinon, c'est de dire, au lieu de dire qu'il y en a un qui est arrivé en premier et l'autre qui est arrivé après, il y a la réponse un peu suisse de dire, en fait, tout s'est un peu développé en même temps. Et voilà, quoi. En fait, il n'y a pas eu un premier ni un dernier. Il n'y en a pas un qui a généré l'autre. C'est un petit peu... les différents éléments se sont doucement mis en place à des niveaux relativement primaires au début. Et puis après, ça s'est complexifié au fur et à mesure, quoi. C'est un peu une autre manière de voir les choses, quoi. Mais voilà. Que ça soit l'hypothèse du monde ARN ou ce que je viens de vous dire là, pour le moment, ça reste des hypothèses et il faut que les équipes, les chercheurs travaillent sur ces modèles pour essayer de voir si ça peut être viable ou pas, sachant qu'après, chacun des modèles, chacune des hypothèses qui peuvent être émises, ont leurs avantages, ont leurs défauts pour expliquer certaines choses et pas d'autres dans l'évolution du vivant, quoi. Voilà. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en chimie prébiotique, en laboratoire, et donc par exemple, avec ce diagramme de chimie très compliqué, les auteurs montrent qu'il est assez simple de faire dans un même mélange, à partir de molécules d'HCN, donc de cyanure d'hydrogène ou de sulfure d'hydrogène, H2S, de faire des protéines, de l'ARN ou des lipides dans la même solution. Ceci grâce à de la lumière ultraviolette, donc de la lumière énergétique, avec ou sans minéraux. Mais les réactions sont tout de même limitées et fortement stimulées pour aller vers les molécules désirées dans le cas de ces études. Et donc le système, il est un peu biaisé. Il y aurait donc eu probablement une coévolution de ces trois entités, le métabolisme, le porteur de l'information et le compartiment. La question reste entière. Par ailleurs, rien ne nous dit non plus que ce sont ces entités-là qui ont été intégrées au système biochimique au départ sur la Terre primitive. Donc l'autre approche n'est pas de se focaliser sur ces entités du vivant, mais sur les processus chimiques et l'environnement qui ont pu permettre l'émergence de systèmes biochimiques. C'est l'approche bottom-up. Voilà, donc là en fait, elle a continué de développer un peu cette approche top-down qu'on a décrite depuis tout à l'heure, puisqu'on se base littéralement sur ce que le vivant utilise pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en fait, ça a une limite, quoi, parce qu'on fait... Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire de la projection? C'est ça le gros problème. Est-ce qu'on n'est pas en train de projeter le vivant actuel dans le vivant dans le passé en pensant que le vivant a pu être comme ça dans le passé, alors que peut-être pas du tout? Voilà. Après là, elle a reparlé de ce que j'ai dit en fait finalement, du fait qu'il y a eu une coévolution probable entre les différents éléments plutôt que un premier élément qui soit apparu avant les autres, quoi. Elle a évoqué de manière succincte aussi quelque chose d'intéressant, c'est le fait qu'en laboratoire, ce gros schéma là compliqué écrit en hiéroglyphes pour les non-chimistes d'entre vous, en laboratoire, on est capable de reproduire on est capable de reproduire tout un tas de réactions chimiques. Alors, je devrais dire plutôt, on est capable de reproduire certains éléments de la matière vivante, elle a parlé d'acides aminés je crois, à l'aide d'un réseau de réactions relativement compliqué, mais
encore une fois, elle a fait bien de souligner le fait que ces réactions, elles ont été contrôlées par un chimiste et rien ne dit que sur la Terre primitive, ces réactions ont réellement pu avoir lieu dans les bonnes conditions du laboratoire du chimiste. En fait, c'est ça le problème, c'est que oui, en labo, on peut faire des choses extraordinaires en tant que chimiste, c'est génial, on peut créer nos propres molécules, on peut créer des acides aminés, on peut créer des bases azotées, des bouts d'ADN, c'est super, c'est génial, j'adore la vie. Mais en fait, est-ce que la vie a vraiment fait ça? En gros, l'argument, c'est de dire il n'y avait pas de chimiste sur la Terre primitive. Il n'y avait pas, sauf si vous croyez en Dieu et que Dieu est un chimiste, ce qui est des hypothèses assez fortes, mais si Dieu est un chimiste, effectivement, il aurait pu faire à sa sauce les petits humains comme ça, mélanger les ingrédients qu'il veut, mettre les UV qu'il veut, merci le soleil, et bam, la vie apparaît, c'est génial. Mais bon, en fait, c'est des hypothèses plutôt fortes que de penser que la vie a suivi ce type de réaction-là qui est montrée, et qui sont des réactions ultra contrôlées de laboratoire. Voilà le souci, elle le dit bien. Ça, on l'avait dit à l'épisode d'avant, mais je le répète parce que c'est quand même un point assez important. L'intérêt de trouver une autre forme de vie ailleurs que sur la Terre, c'est de voir est-ce que le vivant a une universalité aussi dans sa formation. Est-ce que le vivant ailleurs serait exactement pareil au niveau biologique, au niveau de son code génétique, son métabolisme? Ou est-ce que c'est un peu un hasard, un coup de chance, ou quoi, que la forme de vie terrestre se base uniquement sur l'ADN, quoi. Enfin, l'ADN tel qu'on le connaît. Est-ce qu'une forme de vie extraterrestre, aurait probablement un code génétique, mais sous quelle forme il serait, tu vois? Est-ce qu'on aurait des brins, 2 brins d'ADN? Est-ce que ça serait les lettres ATGC? Peut-être d'autres lettres? C'est question ouverte. Pour faire cette chimie prébiotique sur Terre, on pense tout d'abord qu'il faut un solvant, avec des propriétés physico-chimiques capables de permettre les réactions chimiques. Et le plus abondant dans l'univers, mais aussi sur Terre, eh bien... Est-ce que vous avez révisé? C'est quoi le solvant de la vie? Est-ce que vous avez révisé? On va voir, c'est les gens qui ont un peu suivi cette série. C'est quoi le solvant? Le solvant, là, favorisé pour la vie? Ah, bah ça fait plaisir, ça. Le vin, ouais, c'est ça. C'est le 20-20-20-20. C'est Monsieur Propre. Allez, bon, heureusement qu'il y en a qui sont un minimum sérieux. Du coup, Tamwil est dispensé d'examen puisqu'il a bien répondu en tout premier à la réponse. Donc pour le moment, il n'y a que Wandigo et Tamwil qui peuvent ne pas rester à la fin du stream pour passer l'examen. Les autres, vous êtes en colle. C'est l'eau, sans laquelle, bien sûr, aucun être vivant ne peut vivre. Puis le second élément, c'est de la matière organique. Mais cette fois, on veut une composition très diverse, donc de multiples molécules organiques différentes, non sélectionnées, très riches, comme par exemple la diversité qu'on trouve dans les météorites carbonées, ou encore celle qu'on peut fabriquer dans les aérosols de l'atmosphère. Cette matière-là, il faut en plus qu'elle puisse s'organiser, qu'à partir de molécules séparées, on forme des molécules plus complexes. Et ça, c'est pas nécessairement favorisé dans un milieu aqueux, car ce sont des réactions réversibles. Notez bien la double flèche dans la réaction. Un exemple avec la formation de peptides. Par exemple, ici, la réaction d'addition de 2 acides aminés, l'alanine et la glycine, eh bien en fait forme de l'eau. La réaction dans un milieu aqueux va être très défavorisée dans l'eau et va plutôt aller du côté des réactants. Pour parer à cet équilibre chimique et aller du côté de l'organisation de la matière, eh bien, il nous faut de l'énergie. Une énergie viable et stable, typiquement, on fait référence au soleil avec le rayonnement ultraviolet. Et dans ces cas, nos petites molécules chimiques vont pouvoir s'organiser vers des plus complexes sans retour en arrière. Ces réactions peuvent aussi se faire avec des catalyseurs, typiquement des minéraux, omniprésents à la surface de la Terre primitive. Quoi qu'il en soit, le système chimique doit évoluer vers une augmentation de l'entropie pour maintenir un état hors équilibre. Je vais juste continuer, après je vais reparaphraser. La vie crée de l'entropie, il n'y a jamais de retour en arrière. Il nous faut donc cette même propriété pour les systèmes prébiotiques. On voit alors que rien qu'avec ces conditions, l'environnement a dû être primordial
pour le développement de la chimie prébiotique. En effet, puisque à partir d'une chimie abiotique très riche, le vivant a fait de la sélection chimique. Comme c'est le cas par exemple avec l'homochiralité. Je fais pause avant qu'elle retourne sur l'homochiralité. Vous avez compris ou pas? En résumé, c'est relativement simple, mais toujours expliqué avec des mots, parfois pas très simples. En gros, là, c'est faire la liste dans l'approche bottom-up. Non, elle m'a fait mal au crâne. Dans l'approche bottom-up, c'est quoi? C'est simple. Il faut partir de l'inerte, ok? Tel est le titre de ce stream, passer de l'inerte au vivant. Bon, d'accord. L'inerte, c'est quoi? Ça va être des molécules qui sont dans l'environnement, mais qui n'ont pas forcément, enfin, qui ont a priori pas de rapport avec le vivant de base. Ça va être par exemple une molécule de CO2, typiquement dans l'atmosphère, ou après ça peut être des molécules de matière organique qu'on trouve dans l'eau parce que ça a été apporté par des astéroïdes, des comètes, ou alors parce que ça provient du manteau terrestre qui a remonté un certain nombre de matériaux à la surface, etc. Bon, bref, on part du principe que sur la Terre primitive, il y a de la ressource, de la matière organique en ressources, d'accord? Soit provenant de la Terre elle-même, soit un apport d'astéroïdes et de comètes, comme on l'a vu la dernière fois. Donc ces briques de matière organique, faut qu'elles arrivent à se transformer. Bon, faut qu'elles aient un solvant, un milieu dans lequel se transformer. Donc là, le solvant, c'est l'eau. Vous l'avez dit tout à l'heure dans le chat. Si vous voulez savoir pourquoi on utilise l'eau comme solvant, je vous encourage à voir la rediffusion sur l'eau et l'importance de l'eau justement dans les transformations. Le problème, c'est que l'eau n'est pas toujours favorable aux transformations chimiques, comme elle l'a montré avec un exemple en particulier. Je sais plus ce que c'était comme formation d'un acide aminé, je crois, cette transformation là, et oui, d'une chaîne d'acides aminés en fait. Mais bon, bref, l'eau n'a pas non plus toutes les qualités du monde pour former certains composés, n'est pas suffisant, on va dire, ou va plutôt aller à l'encontre de la formation de certaines matières qui nous intéresseraient, comme des protéines. Alanine plus glycine, voilà, c'était ça. Donc là, l'eau est plutôt défavorable parce qu'elle va conduire à casser cette molécule-là qui est composée d'alanine et la glycine. Elle va la casser, la molécule d'eau va la casser, si vous voulez, en deux autres molécules. D'un côté l'alanine et de l'autre la glycine. Sauf que nous, on veut complexifier la matière, on veut qu'elle s'agrandisse, on veut former des édifices de plus en plus grands. Donc, on n'a pas envie de casser les édifices. Dans ce cas-là, là, très particulier, l'eau n'est pas favorable. Donc, en fait, il nous faut une source d'énergie extérieure qui force le système à aller dans le bon sens, si vous voulez, à la transformation, à aller dans le bon sens. Donc, c'est là où on invoque une source d'énergie extérieure qui peut être, par exemple, le soleil, avec les UV du soleil. Les UV étant une source d'énergie parfois nécessaire, enfin, parfois suffisante, on va dire, pour que les entités de la matière se transforment en justement quelque chose de structuré. Là, elle parle de billes, et les billes, vous voyez qu'elles sont assemblées à la fin en une molécule un peu plus complexe. Bon, voilà. La source d'énergie, ça peut ne pas être le soleil, ou les UV du soleil, on va dire, mais ça peut venir aussi de catalyseur, un autre mot qu'elle a employé. Catalyseur, encore une fois, il faut juste comprendre que c'est une molécule extérieure, enfin c'est une entité de la matière extérieure qui va favoriser des transformations, qui va permettre à des transformations de se faire beaucoup plus rapidement, parce que de base, elles ne devraient pas se faire, ou alors se faire plutôt extrêmement lentement. Et donc, les catalyseurs, ça va être un peu des molécules médiatrices qui vont permettre de faire des transformations qui, à la base, sont très difficiles à faire. Voilà. Donc, ça va aussi apporter de l'énergie aux réactions pour qu'elles se fassent. Si on imagine que la matière s'est structurée, s'est organisée, il faut invoquer pas seulement de la matière organique et de l'eau et le milieu, il faut aussi une source d'énergie qui favorise les transformations et sans laquelle, en fait, les réactions, les transformations n'iraient pas dans le bon sens. Voilà. Après, elle a parlé d'entropie et le fait que le vivant a tendance à créer de l'ordre localement. Donc, en fait,
il y a une diminution d'entropie qui est locale, mais pour une augmentation en fait qui est globale. Globalement, la vie est un phénomène, donc ce sont des transformations chimiques, mais qui vont dans tous les cas augmenter l'entropie générale de l'univers. Évidemment, ce n'est pas un phénomène qui diminue l'entropie. Il n'y a pas de phénomène connu dans l'univers, en tout cas, que je connais aucun phénomène qui est capable de diminuer l'entropie de l'univers. Donc il y a une augmentation de l'entropie. Derrière une diminution qui est par contre locale, parce que effectivement il y a quand même une organisation, une structure de la matière derrière. Putain, je me suis fait encore attaquer par un moustique là. Pas possible ça. En effet, puisque à partir d'une chimie abiotique très riche, le vivant a fait de la sélection chimique. Comme c'est le cas par exemple avec l'homochiralité, cette propriété des molécules organiques à ne pas être identiques à leur image dans un miroir. C'est le cas des acides aminés et des sucres qui composent les briques de la vie à l'heure actuelle. Pour l'instant, ces environnements-là, on ne sait pas s'ils ont été vraiment répandus, mais en tout cas, ils ont existé sur Terre, puisque la vie est apparue sur Terre. Donc les approches bottom-up et top-down montrent qu'il n'y aurait certainement pas eu de rupture entre l'abiotique et le biotique, mais plus une continuité avec le prébiotique, qui grâce à la présence d'eau, de matières organiques très diverses et d'énergie ont créé un environnement qui a contraint la chimie prébiotique en permettant l'auto-organisation de la matière, l'émergence de systèmes chimiques hors équilibre, créant de l'entropie et alimentés en permanence avec de la matière et de l'énergie. Ceci a mené alors à des propriétés d'autocatalyse et de réplication de cette chimie. On pense donc que c'est tout ce... Bon, c'est un peu technique, mais elle a résumé l'idée, quoi. On a un ensemble de... En fait, ce qui va guider véritablement l'orientation de l'inerte au vivant, finalement, c'est la source d'énergie extérieure. Ça va être les UV, ça va être les molécules qui vont jouer le rôle de catalyseur. Donc, on a parlé des enzymes, par exemple, mais avant que les enzymes existent dans le monde vivant, on pense par exemple à des métaux ou des minéraux qui seraient présents dans les roches et qui auraient pu jouer ce rôle. Donc, bref, il faut une source d'énergie extérieure qui, littéralement, guide les réactions chimiques vers certaines transformations et pas d'autres, donc faire de la sélectivité. Et c'est quand on commence à sélectionner les molécules et les réactions qu'on fait qu'on rentre dans l'idée déjà de quelque chose de vivant quelque part, parce qu'il y a justement une sélection, donc une préférence dans les transformations qui vont permettre de créer de manière abondante certaines entités et pas d'autres. Et une fois créées de manière abondante, ces entités elles-mêmes vont continuer de se complexifier et d'évoluer avec justement toujours ces contraintes d'environnement, d'apport de matière, d'apport d'énergie qui vont être nécessaires pour continuer la complexification, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose de très graduel, de transitionnel, on va dire, et pas, encore une fois, comme on l'a dit un peu au début, une rupture vraiment nette dans l'histoire de la matière, quoi. De cette chimie. On pense donc que c'est tout cela qui a dû se dérouler en chimie prébiotique sur la Terre primitive pour permettre la sélectivité du vivant qu'on connaît aujourd'hui et donc l'évolution vers des systèmes biologiques. La question de l'émergence de la vie est donc bien plus complexe que pensé précédemment et on se demande bien si un jour nous arriverons à percer le mystère de l'émergence de la vie sur Terre. Let's go! Est-ce que vous avez kiffé? Let's go, c'était cool cette petite vidéo introductive sur le passage de l'inerte au vivant. Est-ce que ça vous a plu dans le chat? Vous êtes content?